pas vous en tenir rigueur. Je vous Euh, écoute. oui, alors, peut-être pour présenter un peu déjà ce que je fais, etc. Donc, moi, je suis en troisième année de licence de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et D'accord. dans le cadre de mes études qui s'apparentent plus spécifiquement à l'aménagement du territoire, etc., je suis amené à travailler donc sur la CA Roissy Pays de France dans le cadre d'un cours sur l'aménagement et le développement économique. Ok. Et donc du coup, l'idée c'est un peu de faire un topo, une analyse un peu fine du tissu économique local, de tous les acteurs, etc. Et en essayant de faire des rapprochements aussi avec des thématiques de l'aménagement du territoire, etc. Mais voilà, et donc du coup c'est dans ce cadre que j'ai essayé d'entrer en contact avec des acteurs locaux pour essayer d'un peu comprendre peut-être un peu plus finement ou poser tout simplement les questions que j'ai parce que l'analyse du tissu économique elle est assez complexe, enfin il y a pas mal de données au niveau de l'INSEE, etc. Mais pour se rendre bien compte des enjeux, etc. je pense que c'est toujours utile. Donc Mm. merci beaucoup de m'accorder votre temps. Avec Et, plaisir. bah, dans ce cas-là, on va peut-être commencer. Ok, avec grand plaisir. Juste une petite question Bien liminaire. sûr. Le périmètre d'intervention, enfin le périmètre de travail en Mhm. l'occurrence sur la CA de Roissy Pays de France, ça a été déterminé en amont ou c'est vous qui l'avez choisi? Non, c'est moi qui l'ai choisi. Ok. En fait, on Pour pouvait, quelle raison, si je ouais, peux bien sûr, me permettre? on pouvait choisir un peu toutes les CA de France, même des CC, etc. Mais Ok. l'idée, c'était, moi, j'essayais de trouver euh, quelque chose qui ait un rapport avec les thématiques de transport, logistique, Mhm. etc. Parce que c'est quelque chose dans ce vers quoi, en tout cas, je vais essayer de m'orienter en master. Et donc, Mhm. du coup, je me suis dit que là, c'est à Roissy, on était un peu dans le thème. Et donc voilà, c'était une volonté un peu comme ça. En gros, on a fait plein de travaux avant sur plein Ok. d'autres types de choses et tout. Et moi, je voulais faire un truc sur les transports cette fois-ci un peu. Enfin, sur Ok. les transports. Oui, 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 En je tout cas, comprends. sur une série qui touche au thème de transport. Donc voilà, c'est un peu Ok, pour ça très que j'ai bien. choisi ça. Très clair. Bien noté. Je suis à votre écoute. On peut se tutoyer Ouais, si ouais, non, mais pas c'est de problème. 100 fois Ok, mieux. Ok, ça marche. parfait. Bah ouais, bah du coup, quelques petites questions au début un peu Oui. pour cadrer un peu. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ton parcours et ta prise de fonction au sein de Voici Dev économique? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je suis Lucas Rini. Je suis en charge à Roissy-Dev de la promotion nationale et internationale du territoire. Je reviendrai plus en détail Mhm. après en expliquant brièvement les missions de Roissy-Dev et le lien avec la communauté d'agglo de Roissy Pays de France. Parfait. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique, entre guillemets, puisque j'ai fait un master accompagnement entrepreneurial, fait un master j'ai une licence de gestion en comptabilité finance droit. Ok, Et puis ensuite, j'ai fait un master entrepreneuriat management de projet, où je me suis spécialisé sur l'accompagnement entrepreneurial à destination de porteurs de projets de création, de reprise, d'entreprise, de transmission d'entreprise également, et de développement d'entreprise. ok. Et puis, j'ai eu la chance de faire mon apprentissage à Bercy, au sein du ministère de l'économie et des finances. J'étais passé au secrétariat général, ça s'est très bien passé. Au bout d'un an, alors que je ne me destinais pas du tout à ça, je me destinais à être à mon compte, en Ok. clair. Je suis tombé amoureux, entre guillemets, de l'intérêt général, d'un point de vue professionnel, je l'entends. Et donc, j'ai voulu faire ma carrière au service de l'intérêt général, bien évidemment, au service de l'intérêt général des territoires et des entreprises, parce que c'est là où je me considérais le meilleur, en l'occurrence, au sein de moi-même. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'être contractualisé à Bercy dans un premier temps, Mhm. ce qui m'a permis d'avoir ma première vraie expérience là-bas. Puis j'ai voulu me rapprocher davantage du terrain. Pour cette raison, par le réseau que je m'étais fait, j'ai pu rejoindre l'établissement national des chambres de commerce et d'industrie, qui est CCI France, Ouais. où je me suis davantage rapproché du terrain, mais pour le coup, j'étais quand même encore, entre guillemets, très haut, alors non pas hiérarchiquement, mais très haut dans l'interface qu'il y a avec les entreprises du territoire, parce qu'en fait, je voyais aucune entreprise du territoire en front office, hein. Ouais. C'était juste des remontées d'informations que l'on me faisait pour que je fasse le passage de relais via le ministère, là où je travaillais avant. Mhm. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même un peu décorrélé de mes ambitions et de la réalité que je me fixe, puisque en fait, je suis un peu trop loin, encore une fois, du terrain. Donc, pour cette raison, je vais essayer de rejoindre un territoire. Et comme quoi, la vie est bien faite, puisque à ce moment-là, pour CIDEV chercher quelqu'un pour essayer justement de renforcer le dynamisme économique du territoire et plus spécifiquement
via l'attractivité territoriale en matière d'invest, Ok. donc d'attrition de projets internationaux, que ce soit en investissement direct ou indirect. Donc pour cette raison, j'ai rejoint Roissy-Dev, qui est l'agence de développement économique et d'attractivité de Roissy Pays de France Agglomération. Donc personnellement, pour mon parcours, il est assez cohérent, quand même il est assez atypique, cohérent dans le sens où j'ai vraiment souhaité, de par mon plein gré, de me rapprocher du territoire pour comprendre toutes les spécificités du terrain Ouais. et comprendre en fait tous les points de défaillance qu'il y a dans la conception d'une politique publique, dans la mise en œuvre par des opérateurs de l'État, jusqu'au terrain en fait, qui est administré d'un point de vue concret par le dernier kilomètre via les agences de dev ou les services éco des communautés d'agglo. C'est- Voilà. Ok. Et donc du coup, ouais, c'est très clair. Et ça se voit que tu as l'air passionné par ça en tout cas. Et c'est cool. Je le suis. Et bah, pour mieux comprendre aussi un peu le rôle justement bah, de Roissy Dev au niveau du développement économique, donc c'est l'agence qui s'occupe du développement économique de la CA, mais je voulais savoir, est-ce que donc du coup la CA a délégué totalement en fait, ses compétences en matière de développement économique à l'agence, ou enfin quelles sont un Alors, peu les je répartitions des rôles? connais, je comprends ta question. Tu connais bien le fonctionnement des agences de développement économique ou Exactement, pas? c'est pour ça. Ok, ok. Alors, il y a une petite subtilité effectivement par rapport au service éco ou direction éco des communautés d'agglo, puisque du coup, tu n'es pas sans savoir que la compétence du développement économique est déléguée par la région, enfin, oui, est déléguée par la région par un mandat aux communautés de communes, quelle qu'elle soit. Et à cet effet, dès lors qu'en fait la communauté de communes est dotée d'une agence de développement économique et d'attractivité, ou d'attractivité d'ailleurs, c'est pas forcément automatiquement relié. Nous, en l'occurrence, on a une agence de développement économique et une agence d'attractivité par ailleurs. Et en fait, dès lors que la communauté d'agglo est dotée d'une agence de dev, la compétence du développement économique sur la relation entreprise, sur l'invest, en fait, tout Ok, simplement, et sur l'animation du sujet économique est entièrement déléguée, effectivement, ok, à l'agence. Et ça, en fait, ça se formalise par une convention d'objectifs et de moyens qui est mise en place entre l'agence de développement économique et d'attractivité, qui est une asso, en fait, loi 1901, mhm, qui est membre du CNER. Donc, CNER, c'est la Fédération nationale des agences de développement économique et d'attractivité en France. Et à cet effet, par la convention d'objectifs et de moyens, on peut réaliser un certain nombre d'actions pour le compte de la collectivité, pour le ok, compte de la communauté de communes, du coup, en matière de développement économique. Donc, on a quatre principales missions qui intègrent des feuilles de route opérationnelles avec des actions qui sont listées, qui sont définies, qui sont sujettes à des indicateurs de résultats, de moyens et d'impact, qui sont fixés en fait tout simplement par la convention d'objectifs et de moyens qui nous lie avec la communauté d'agglo. Pour rentrer dans les détails, c'est une convention d'objectifs triennale mhm, qui est revotée tous les 3 ans en conseil communautaire. ok, Voilà. Et donc l'agence a été créée en 2005. Et comme ça, je me permets de faire le lien peut-être sans anticipant une de tes questions. L'agence a été créée en 2005. Et à cet effet, on exerce quatre principales fonctions, quatre principales missions dont je te parlais tout à l'heure. La première, alors c'est pas hiérarchique, hein, c'est mhm, juste, je te les liste à la préverte. La première, c'est la promotion nationale et internationale du territoire. ouais, Donc là, concrètement, c'est de renforcer la visibilité et la présence en fait du territoire de Roissy-Dev, du territoire de l'agglo, pour être parfaitement précis, dans tous les pays du monde entier. mhm, Donc en participant à des salons, à des événements, quels qu'ils soient, au niveau national, au niveau international. La deuxième grande mission, c'est l'animation du tissu économique. Donc là, concrètement, on fait en sorte que on puisse être le facilitateur dans toutes les démarches que peuvent avoir les entreprises, dans tous les projets de développement ou toutes les galères aussi que les entreprises peuvent avoir. Donc là, on passe par des moyens que sont la mise en relation entre acteurs opérationnels, acteurs économiques, acteurs institutionnels, acteurs politiques. Et troisième grande mission, c'est l'observation et le suivi de grands projets. Alors parmi les grands projets, on a par exemple le triangle de Gonesse, ouais, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, ou les projets Agoralim, ou à l'inverse la ligne métro du 17, si tu ouais, es intéressé par les transports, etc. etc. Et l'observation, en fait, on recueille, parce qu'on est une communauté de communes, enfin, parce qu'on a cette convention d'objectif avec la communauté de communes, on a accès à des listes publiques de données publiques que sont réalisées directement par l'INSEE.
qui sont fléchés en fait au périmètre de la communauté d'agglomération, qui nous permettent en fait de savoir le nombre d'entreprises qui sont créées, le nombre de disparitions d'entreprises, toutes les informations possibles et inimaginables sur les entreprises dès lors qu'elles sont sourcées par un CERFA ou par des statistiques, quelles qu'elles soient tout simplement. Et à cet effet, donc l'observation c'est bien, mais ça ne suffit pas. On observe, on analyse et on transmet on transmet aux acteurs opérationnels du territoire, que sont des élus, que sont les entreprises elles-mêmes et que sont les acteurs institutionnels pour avoir une connaissance très fine du territoire qui nous permet en fait de piloter un certain nombre de projets qui viennent par ailleurs. Et en quatrième et dernière mission que nous avons, c'est la mise en économie de l'offre culturelle et touristique de l'Office de tourisme du Grand Roissy. Okay. Sachant que l'Office de tourisme du Grand Roissy, la particularité, c'est que pareil, il y a une convention avec l'Aglo sur le fait qu'en fait, elles puissent exercer au-delà de la ville de Roissy, parce qu'en fait, c'est initialement Roissy, puis ça a été développé au Grand Roissy. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on met derrière Grand Roissy? C'est grosso modo tout le territoire de l'Aglo. Okay. Donc, à cet effet, tout ce qui touche le tourisme d'affaires, l'offre culturelle, grâce aux monuments, aux musées qu'il peut y avoir sur le territoire, c'est mis en place par l'Office de tourisme. Et nous, Roissy Dev, assurons la promotion et la valorisation justement d'un point de vue économique de cette offre de service. Voilà en clair. Ok, très très clair effectivement. J'avais déjà un peu vu tout ça sur le site, mais c'est sûr que c'est toujours mieux lorsque c'est expliqué comme ça. Du coup, ouais, première question, on va pouvoir passer. Du coup, peut-être pour rentrer un peu plus finement dans la caractérisation du tissu économique, etc., j'ai essayé de prendre certains chiffres, donc peut-être ça va être un peu trop précis, mais j'essaie de me poser certaines questions. Déjà au niveau de la démographie, en gros, de ce que j'ai vu en tout cas, on a quand même 23,2% de la population qui est âgée de 0 à 14, donc c'est un peu plus que la moyenne française qui est à 17, et 17,4% des plus de 60 ans, ce qui est moins que la moyenne française. Comment, vous, en tout cas au niveau de Roissy Dev, etc., vous pouvez gérer ces spécificités démographiques et est-ce qu'elles influencent sur du coup l'offre de services, d'animation économique locale que vous essayez de mettre en place, etc. Vous avez quand même une population plus jeune que la moyenne française, est-ce que ça change quelque chose? Alors, très bonne question, très intéressante, à laquelle en fait on peut répondre par plusieurs biais, par plusieurs angles, j'ai envie de dire. Le premier, c'est est-ce que on prend l'angle d'un point de vue purement économique et en fait on fait une approche, si je puis dire, descendante. Donc on part du point de vue éco. Si on prend en considération le territoire, sur les 50 dernières années, notamment en fait depuis la création de l'aéroport, le territoire a été complètement bouleversé. Ouais. Bouleversé, alors il y a eu des côtés positifs, il y a eu aussi des côtés négatifs, selon la perception en fait des choses hein, et selon qui en fait perçoit quoi. En tout cas, il y a eu un bouleversement, ça c'est une certitude. Ce qui a fait qu'il y a eu un dynamisme économique qui s'est créé, hein, incontestablement, de par un outil d'attractivité qui est celui de l'aéroport, qui est par ailleurs le premier aéroport d'Europe continentale en termes de transport de passagers. Premier aéroport d'Europe tout court en termes de transport de fret. Et pour le transport de passagers, si on compte Londres, du coup, on devient deuxième. Pour autant, en Europe continentale, on reste le premier. Et ensuite, on a l'aéroport du Bourget également qui est sur le territoire, qui est le premier aéroport pour la business aviation, pour les voyages d'affaires. Ouais. D'Europe, là aussi, que ce soit toute l'Europe. Donc, ces deux principaux outils d'attractivité, notamment Charles de Gaulle, bien évidemment, ont fait en sorte qu'il y a eu un dynamisme très fort qui s'est créé sur le territoire, un dynamisme économique, avec beaucoup d'entreprises qui se sont implantées, des entreprises très orientées dans un premier temps, bien évidemment, c'est assez logique de le comprendre, sur l'aéronautique, sur les services aéroportuaires, sur l'événementiel dans sa globalité. Et qui dit aéronautique, services aéroportuaires, événementiel, dit aussi sous-traitance. Quand je parle de sous-traitance, c'est notamment la sous-traitance industrielle. Donc, acheminement, le transport de fret a fait en sorte qu'il fallait davantage acheminer de plus en plus, etc., parce que c'était un nouveau moyen également de faire en sorte d'aller plus vite, en l'occurrence, dans la livraison en fait, des biens qui étaient transmis par la mondialisation. Donc, tout ça venait en fait, grosso modo, dans les mêmes années, donc dans les années 70-80. Et à cet effet,
il y a force est de constater qu'il y a eu beaucoup d'entreprises, notamment logisticiennes, qui sont venues s'implanter à proximité de l'aéroport, qui a fait que maintenant, je n'irais pas à dire qu'on en paye les pots cassés, mais en l'occurrence, et il ne faut pas se le cacher de cette manière, euh, il y a quand même un dynamisme assez biaisé Mhm. par le nombre d'entreprises versus le nombre d'entreprises qui créent de la valeur. Ouais, ok. Je ne dis pas que les logiciels ne créent pas de la valeur, je dis simplement qu'il y a plusieurs possibilités de calculer la valeur qui est créée, ou en tout cas de considérer la valeur créée. Donc il y a la valeur d'un point de vue économique, bien évidemment, il y a la valeur d'un point de vue financier aussi, mais il n'y a pas que, il y a la valeur d'un point de vue social, sociétal, environnemental, etc. etc. Et il est vrai, et on est forcé de constater que autant la valeur économique et financière, il y a zéro doute, autant la valeur environnementale, sociétale, sociale, est quand même pas forcément au rendez-vous, en tout cas sur toutes les entreprises qui sont implantées. Mhm. Pour autant, on peut pas dénigrer ce qui se passe sur le territoire parce que ce sont des entreprises qui nous font vivre, ce sont des secteurs d'activité qui nous font vivre, mais on se doit quand même d'être vigilant par rapport à ça quand on parle en fait d'analyse pour le coup territoriale en fait tout simplement parce qu'on doit prendre tout dans enfin, c'est hyper multidimensionnel Mhm. et de par la multidimensionnalité du territoire on est obligé en fait de prendre en considération le fait que ce territoire-là, mais c'est vrai partout en France, hein, est très systémique et que si on fait bouger un maillon, ça fait bouger tout le reste. Et donc, tout ne change pas du jour au lendemain. Et en fait, on ne subit pas ce qui s'est passé dans le passé, il n'est pas là le sujet. C'est juste que ça nous offre une opportunité à nous, le territoire, de faire en sorte d'être maître de notre destin dans les 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans à venir. Mhm. Voilà, donc ça c'est le premier angle d'approche. Le deuxième angle d'approche que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on considère la question d'un point de vue pour le coup social, sociétal, entre autres, et donc d'un point de vue usage en fait aux habitants, usage à la population. Et donc on réfléchit en cas d'usage et on considère que finalement, est-ce que l'économie où le dynamisme économique ne serait pas enfin, ne viendrait pas juste en complément du développement Mhm. territorial extra-économique, ou alors est-ce qu'il vient tout simplement d'une manière irremplaçable en fait. Ouais. Donc la question que je pose, et c'est une vraie question qu'il faut se poser d'ailleurs, c'est est-ce que on doit considérer le territoire dans sa multidimensionnalité et donc à cet effet, on doit prendre en considération en pondérant chacun des secteurs, chacun des critères, dans l'économie, dans le social, dans l'environnemental, dans le sociétal, dans tout ce qui va avec. Ou alors, est-ce que on prend, pas filière, parce que ce n'est pas des filières à proprement parler, mais on prend sujet par sujet Mhm. et on travaille en silo finalement et on compte les sous, si je puis dire, à la fin des comptes. Euh, Moi, je ne suis pas convaincu de la deuxième option, je suis plus convaincu de la première. Je te prends un exemple très concret. C'est si demain, d'un point de vue éco, on fait en sorte qu'on puisse attirer sur une zone précise qui va être créée prochainement à Compan, par exemple. Mhm. Tant d'entreprises à telle valeur ajoutée, que nous, on juge en tout cas une valeur ajoutée importante. Donc, qui va faire de la production industrielle, etc., qui va créer de l'emploi, qui va créer de la valeur dans le territoire et autres. Mais qu'à côté de ça, on ne prend pas en considération les, les critères sociaux, sociétaux, de mobilité, environnementaux, etc. etc. Euh, sur le moment, ça ne se verra pas forcément, mais à 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va se tirer une balle dans le pied. Ouais. Je pense, et Mhm. j'en suis quasi convaincu de ça, et les élus du territoire le sont également. Parce que c'est hyper systémique, comme je le disais, donc quand il y a une entreprise qui s'implante, quand bien même elle est suffisante par la valeur qu'elle crée, tout autour, ça ne suffit pas parce que du coup, il faut des services pour les usagers, qu'ils soient habitants ou qu'ils soient salariés. Quand je parle de services, il faut de la mobilité, il faut des services à l'entreprise en question et aux salariés, les crèches, les restaurants à l'intérieur d'entreprise, etc., etc. Et cetera. Et donc tout ça, ça se construit non pas après, mais ça se réfléchit en amont. Bien sûr. Voilà. Elle est là la difficulté parce que enfin, la difficulté en l'occurrence d'un point de vue territorial, d'un point de vue enjeu territorial,
parce qu'il faut prendre en considération cet enjeu d'une part, il faut le faire comprendre d'autre part, et ensuite l'acculturer à tout le monde dès lors que tous les acteurs, qu'ils soient économiques, institutionnels ou politiques, sont tout autour de la table. Et ça, j'avoue que c'est assez compliqué. Donc, pour répondre à ta question, je suis désolé, j'ai été très long. Il n'y a pas de problème. Il y a une influence, ça c'est sûr. Mhm. Pour autant, ça dépend vraiment de quel côté on boit le verre, en fait. Est-ce qu'on Carrément. boit à moitié vide ou à moitié plein? Ok. Ouais. Non mais et puis t'as déjà du coup un peu avancé sur mes questions parce que j'avais aussi remarqué qu'il y avait beaucoup du coup, enfin limite le double de la moyenne en IDF de la catégorie ouvrière au sein du territoire. Pareil, il y avait plus d'employés que la moyenne française, etc. Mm. Et j'imagine que c'est des trucs que vous prenez en compte énormément. Tout à fait. Et en fait, c'est hyper dépendant. Enfin, tu vois, la donnée de l'âge, Mm. et, et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été menés en la matière. Euh, sur le territoire, en Île-de-France, en l'occurrence, c'est pas vrai forcément en province, Mm. autrement dit dans les territoires les plus ruraux, mais en Île-de-France, là où c'est très dense, il y a une corrélation très certaine qui a été prouvée scientifiquement parlant entre l'âge et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais la catégorie socio-professionnelle et la qualité de l'emploi, entre guillemets, Mm. qui s'explique en fait par plusieurs critères. Et à cet effet, on ne peut pas se permettre de dire, de ne pas considérer ces deux éléments dans nos politiques publiques. Ouais, On est obligé de les prendre bien en sûr. considération et on est obligé de faire, de faire avec. Et c'est en ce sens que c'est super intéressant et important pour nous de le considérer parce qu'en fait, ça nous permet de. Enfin, c'est con ce que je dis, mais c'est du baba. Ayant une population jeune sur le territoire, il y a beaucoup plus de potentiel, j'ai envie de dire, Mhm. qu'une Ouais. population senior pour faire évoluer l'emploi. Et donc, nous, on considère le fait qu'on a une marge de manœuvre via l'économie, via le DAVECO. Donc, Ok. si on fait en sorte qu'on accueille et qu'on aide à développer des entreprises qui créent de la valeur, quelle qu'elle soit, sur le territoire, et faire en sorte qu'elles en créent de plus en plus, ben, indirectement, ça influencera justement la population qui est pour le coup jeune Mm. et qui fera en sorte que cette population jeune sera demain une population peut-être beaucoup plus euh, comment dire, beaucoup plus à même, en l'occurrence, de faire évoluer les choses sur le territoire. Et donc, en fait, ce sera un cercle Vertueux, pas ouais. vicieux comme ça peut l'être actuellement, mais vertueux euh, pour plus tard, quoi. Ok. Ouais, bah justement, sur ça, il me semble que des statistiques que j'ai vues, on a eu un pic notamment de chômage des populations jeunes, donc 15-24 ans, qui avait atteint 32% en 2015, et là on est redescendu déjà à 26%. Peut-être concrètement, bon, même si je te demande pas de me faire l'inventaire, mais est-ce que tu as peut-être quelques actions qui pourraient expliquer vraiment, est-ce que c'est plus au niveau peut-être des conventions ou de la promotion, comme tu me disais tout à l'heure, que vous mettez en place, l'animation de réseaux d'entreprises, etc., qui permet ce regain un peu, enfin cette amélioration en tout cas des niveaux de chômage, etc. Euh, Enfin, est-ce que, je sais pas, t'as des exemples ou quoi Ouais. Ben, moi, très clairement, je pense, et c'est une négative personnelle, mais nous, au sein de l'agence, on est tous convaincus, c'est le deuxième volet de la nôtre, en fait, qui a développé, enfin, qui a fait en sorte de la décentralisation du pouvoir du DAVECO des régions jusqu'aux communautés de communes. En l'occurrence, de l'État jusqu'aux régions et des régions jusqu'aux communautés de communes. Ben, ça a clairement permis au territoire de se responsabiliser Mhm. et au lieu d'avoir juste une vision de macro en fait, Ouais. au niveau régional, on a une vision pour le coup micro au niveau territorial avec une connaissance très fine en fait, du territoire. Donc ça, très clairement, c'est ce qui a permis de faire en sorte que les territoires, en tout cas, ont pu récupérer et ont pu mettre la main sur ben, justement l'emploi et sur les synergies qui sont à créer sur un territoire. Mhm. Donc, si tu me suis, et si on fait un rétro-planning, en fait, ça paraît assez logique. Alors, assez logique, pas forcément, parce que initialement, ça avait été réfléchi comme ça, mais c'est pas forcément tous les territoires qui peuvent en semer les récoltes a posteriori. C'est de se dire que, comme il y a eu cette décentralisation, comme les territoires ont eu la compétence du DAVECO par la force des choses, jusqu'en 2015, effectivement, il y avait une augmentation du nombre de chômage,
du nombre de personnes jeunes, notamment au chômage, sur le territoire. Ça, on était tous forcés de le constater. Enfin, j'étais trop jeune, mais mes prédécesseurs, en tout cas, l'étaient. Et, et quand on regarde que la compétence du DevEco a été transférée au territoire, qui a permis en fait de prendre la main sur des stratégies générales, des stratégies opérationnelles avec des feuilles de route, des actions très déterminées, etc., etc. Et qu'après coup, on peut se rendre compte que le nombre le nombre de personnes au chômage, enfin le chômage d'une manière générale a baissé, notamment pour les plus jeunes. Ça nous permet de dire en effet que les politiques publiques qui sont menées en matière de DevEco, le fait d'avoir eu ce transfert Surtout ce transfert. au niveau micro a permis très concrètement de mettre en place un certain nombre d'actions qui font que on peut arriver après coup ou effectivement à avoir des résultats qui sont jamais satisfaisants, en tout cas moins pire qu'avant, si je puis dire. Ouais, ok. Donc ça, je pense que ça s'explique essentiellement par ça. Et une action très concrète qu'on mène encore, c'est typiquement, on a une entreprise américaine qui vient s'implanter à Louvre. C'est pas un exemple fictif, c'est un vrai exemple. Qui vient créer 80 emplois directs. Ils sont à Louvre dans une zone dans une extension de zone où il n'y a rien autour, Ouais. en clair. Nous, et ça me permet de me donner un exemple par rapport à la réponse précédente, c'était de dire que au lieu juste de regarder les synergies que peuvent être créées pour l'entreprise et uniquement pour l'entreprise, on a regardé tout d'un point de vue systémique. Donc à travers ceci, on a essayé de développer et on a mis autour de la table tous les acteurs qui pouvaient faire en sorte d'approfondir la mobilité, de renforcer la mobilité, quelle qu'elle soit, à destination de l'entreprise, à destination des salariés, de renforcer tous les services qui étaient dédiés, donc les restaurants entreprises, des crèches, bref, tout ce qui va avec. Et surtout faire en sorte que tout le monde puisse se parler en fait. Et que s'il fallait mobiliser tel ou tel acteur, l'agence pouvait, ou en tout cas la communauté de communes pouvait effectivement être là pour être le point d'entrée finalement pour tous les sujets. Donc ça a été très clair. Et à cet effet, comme on mobilise l'intégralité des personnes autour de la table, et qu'on a pris connaissance avant tout le monde qu'il y avait une création une création de 80 emplois directs, on a mobilisé la direction de l'emploi au sein de l'aglo, qui elle-même a la capacité de mobiliser tous les acteurs autour de l'emploi du territoire, et même plus loin, hein, parce que on ne se concentre pas juste uniquement sur le territoire, mais typiquement le territoire du nord de la Seine-Saint-Denis ou de l'est de la Seine-et-Marne ou de l'ouest du Val d'Oise qui ne font pas partie du territoire. Très concrètement, il peut y avoir du lien à créer aussi avec eux parce que ce n'est pas 2 km de plus parce que c'est segmenté administrativement qui font qu'ils ne peuvent pas venir travailler là. Donc, ça a permis en fait en un temps record de faire vraiment de l'appui au recrutement à l'entreprise qui a quasi déchargé toute sa charge de travail en matière et elle est hyper fastidieuse, surtout pour une entreprise qui n'est pas française, pour une entreprise qui ne connaît quasiment rien sur le territoire, qui arrive comme ça un peu perdu. Ça a été vraiment un levier d'action énorme et qui a permis d'avoir des résultats très concrets. Ok, très bien. Voilà un exemple d'action phare, quoi, qu'on fait quasiment au quotidien, en tout cas qu'on essaie de faire au quotidien. Ok. Peut-être du coup sur l'aspect sphère productive présentielle. Donc du coup au niveau du territoire, la sphère présentielle, elle représente 63% des effectifs salariés, comme ça. Est-ce que vous envisagez peut-être une sorte de rééquilibrage avec la sphère productive ou inversement renforcer l'accueil des populations temporaires avec la sphère présentielle, etc. Quelle est votre position là-dessus? Et voilà. Ouais, alors très clair. Pour le coup, là, on est vraiment dans une logique réactive et pas du tout proactive par rapport Ok. à ça. Parce qu'en fait, on ne le réfléchit pas de cette manière. Alors, il est important effectivement de considérer les statistiques en matière de sphère productive versus sphère présentielle. Pour autant, et je mentirais ou en tout cas j'extrapolerais si je disais qu'on avait une influence sur ça. Ouais, ok. On l'a clairement pas. On l'a bien évidemment d'une manière indirecte,
dès lors qu'on a la capacité en fait d'attirer des entreprises, et donc dès lors qu'on a la capacité de les accompagner à les implanter, mais, mais en tant que tel, on subit plus Ok, ouais. qu'on puisse agir et qu'on puisse changer les choses quoi, par rapport à ça. Mais- Donc le rééquilibrage, il se fait. Je sais même pas en fait s'il faille obligatoirement faire un rééquilibrage. Ça fait partie du dynamisme du territoire, ça fait partie aussi de ses spécificités. Et toutes les différences, dès lors qu'elles sont perçues, dès lors qu'elles sont considérées en amont et dès lors qu'elles sont bien réfléchies, peuvent être une vraie valeur ajoutée aussi sur le territoire. Ouais, ok. Et peut-être Voilà. plus précisément, euh, au niveau des spécificités du coup sectorielles cette fois-ci, donc le commerce de gros, de détail, le transport, l'hébergement, la restauration, ça représente du coup près de 39% de la création d'établissements sur le territoire. Donc c'est quand même assez grand. Est-ce que du coup là-dessus, sur un truc plus spécifique, au-delà de juste simple sphère productive résidentielle, vous pouvez imaginer d'essayer d'avoir une sorte de diversification vis-à-vis du secteur pour avoir peut-être une sorte de truc plus équilibré, moins à même d'être impacté par les processus macro qui pourraient, je sais pas, Mm. plonger ou amélioratifs, hein, mais est-ce que Oui, ce bien serait sûr. diversifier un peu du coup tout ça au niveau plus sectoriel ou pas? Oui, ben, très clairement, hein, ça c'est relié au fait qu'on a des activités historiques, comme je le disais tout à l'heure, aéronautique, service aéroportuaire, événementiel. Et en fait, c'était le Covid qui nous a permis de nous rendre compte d'opportunités, mais surtout à la suite en fait, d'une grande claque que le territoire a pris dans la tête, qui était de se dire que en fait, le territoire était hyper dépendant justement de ces activités, qui étaient elles-mêmes hyper dépendantes à l'inactivité induite par le Covid. Et à cet effet, il fallait réagir pour le coup. Mhm. Et donc, comment il fallait réagir c'est la communauté de l'aglo, pour le coup, avec Roicidel, qui avons réfléchi justement à essayer de diversifier, ou en tout cas à essayer d'envisager des pistes de diversification économique. Donc, à cet effet, on a mandaté un cabinet de conseil Ok. avec lequel on a travaillé très très longtemps et qui nous a permis en fait de mettre en lumière trois pistes de diversification économique, trois pistes de réflexion de diversification économique, en identifiant trois filières en fait stratégiques, en tout cas que l'on a jugé stratégiques, qui viennent se greffer finalement aux deux filières qu'on ne veut absolument pas renier, que sont les services aéroportuaires, l'aéronautique, les rencontres d'affaires événementielles, de par notamment les infrastructures qui sont déjà présentes sur le territoire. Et ce serait inimaginable en fait tout simplement de passer outre. Donc les trois autres filières, ce sont l'agroalimentaire, la foodtech, l'agroalimentation foodtech, la santé Ok. et l'éco-construction. Et ensuite, on a identifié des filières transverses qui ne sont a priori, enfin, à mon sens en tout cas, pas forcément des filières, mais plus des thématiques transverses que sont l'industrie, Mhm. que sont le numérique, que sont la transition écologique. Et donc, à cet effet, on essaie de mettre en place, et je te prendrai un exemple très concret après de comment on le met en place, on essaie de mettre en place une stratégie opérationnelle de diversification économique qui nous permet de petit à petit plus être dépendant finalement des activités, donc du coup du phénomène que tu as Mhm. expliqué tout à l'heure. Sauf que ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend énormément de temps. Et donc le moyen, le comment on arrive en fait à ça, dès lors qu'on a des projets d'implantation, on a grosso modo une cinquantaine chaque année Ok. de projets d'implantation étrangers, hein, enfin étrangers, pardon, exogènes. Mhm. Donc endogène, c'est, tu T'inquiète. n'en pas avec ça, endogène sur le territoire, exogène à l'extérieur du territoire. Donc on a une cinquantaine de projets exogènes. Et parmi ces 50 projets, en fait, à chaque fois, on réalise des comités de commercialisation. Alors, qui ne prennent pas en compte, enfin, qui d'un point de vue parfaitement réglementaire, juridique et législatif et tout autre, on n'a pas la possibilité de les appeler ainsi. Pour autant, c'est exactement pareil. Ce sont des comités de commercialisation. Donc, les comités de commercialisation en regroupent l'intégralité des acteurs, donc des élus, des acteurs institutionnels, donc les acteurs politiques, bien évidemment, les acteurs institutionnels et les acteurs économiques. Et bien évidemment, toute l'agglo d'une manière générale, l'emploi, les mobilités, l'assainissement, tout. Donc, on est beaucoup autour de la table, comme un comité classique en fait. Et donc, à cet effet,
on prend vraiment le projet de A à Z. Donc, le dirigeant vient nous pitcher le projet, quand bien même c'est FedEx ou Volkswagen ou la petite boîte de 20 salariés qui veut venir s'implanter ici pour grandir. Ça, vraiment, on ne fait pas de discrimination par rapport à ça. On prend vraiment n'importe qui et on loge tout le monde à la même enseigne. Et à cet effet, on épluche le projet vraiment de A à Z. Ok. On prend tous les éléments financiers, économiques, création de valeur sociétale, environnementale, ce que je disais tout à l'heure. On épluche tout. On en parle tous autour de la table, puisqu'on a des points de vue très divers et variés, en fait, en fonction de là où on est, tout simplement. Nous, on est très dev éco, l'assainissement, par exemple, ou l'emploi, eh ben, très création d'emploi, quel que soit finalement l'emploi qui est créé, etc., etc. Et donc, du coup, on peut avoir des points de vue qui sont divergents. Mhm. Et donc, on se met tous d'accord autour de la table pour dire, bah, OK, cette boîte, elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie opérationnelle de diversification, oui ou non. Et en fait, on fait derrière un go ou no go, quoi. Si c'est un go, ben, on fait tout pour accompagner l'entreprise dans l'implantation. Si c'est un no-go, ben, on a le luxe de choisir qui on veut implanter sur le territoire et on a le luxe de se dire ou de dire non à l'entreprise quand bien même elle s'appelle Amazon, FedEx ou tout autre. Ok. Ouais, très clair. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment... Après, attention, hein, parce qu'en faisant partie du CNER, on a accès finalement à toutes les agences de dev et éco, donc on se réunit très régulièrement, on en parle très régulièrement. Moi, vraiment, à ma connaissance, on doit être 5-6 territoires en France qui agissent comme ça. Ok. Parce que justement, on a ce luxe de choisir qui on veut implanter Je vois. de par le dynamisme assez naturel que nous avons, en fait, tout Mhm. simplement. Ok. Bah, du coup, peut-être pour partir un peu plus sur les implantations en elles-mêmes, etc. euh, sur le territoire, vous avez plusieurs ZAE, du coup. Oui, Euh, tout à fait. 72, c'est ça. précisément. Donc, pas mal. Et on en a une principale, forcément, c'est la ZAE de CDG. Il me semble qu'elle compte plus de 1500 établissements. Sur une seule ZAE, c'est beaucoup. Euh, Est-ce que, donc du coup, au niveau de la répartition, c'est vraiment plus, enfin, tout ce qui touche à logistique, maintenance aéronautique, services aux compagnies, etc. Ou est-ce que on a en ce moment des dynamiques récentes d'implantation qui, du coup, justement, tentent de se diversifier dans cette ZAE précisément? Et ensuite, la deuxième question sera au niveau des autres ZAE, comment ça se passe? Euh, voilà. Ok. Alors, du coup, les deux questions sont extrêmement reliées. Je ne sais pas si tu le sais ou si c'était volontaire, mais la ZAE de l'aéroport de Charles de Gaulle est toute particulière et très spécifique. Hmm. Parce qu'en fait, c'est une emprise aéroportuaire. Enfin, c'est sous emprise aéroportuaire. Et donc, ça, c'est Charles de Gaulle qui gère. Enfin, c'est pas Charles de Gaulle, pardon, c'est ADP Ok, ouais. qui gère. Et dans le sens où nous, entre guillemets, on n'a pas notre mot à dire. Ok. Donc en instaurant des comités de commercialisation, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que ben, c'est pas du privé, mais c'est considéré vraiment comme une emprise à part entière en fait d'ADP sur qui ils souhaitent implanter sur le territoire. Donc c'est eux qui fixent le foncier, enfin c'est eux qui déterminent en tout cas le foncier disponible, c'est eux qui fixent le prix, c'est eux Hmm. qui fixent leur propre comitologie d'implantation, etc., etc. Bref, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Nuance, c'est que ADP fait partie de notre conseil d'administration et nous faisons partie de leur conseil d'administration. Ok. Ça, c'est ADP étant entreprise publique, on a la facilité d'agir en tant que territoire et donc du coup en tant qu'établissement public, de contrecarrer entre guillemets cette action assez autonome ou en tout cas cette orientation assez autonome que ADP a sur son territoire. Mhm. Quand je parle de son territoire, parce que pour le coup, c'est une vraie emprise aéroportuaire, et donc du coup, ils agissent vraiment comme un territoire à proprement parler. On peut contourner un peu ceci par un droit de regard. Ok. Donc, ADP, quand ils veulent accompagner une entreprise qui veut s'implanter ou quand ils acceptent ou non d'implanter une entreprise, on est quoi qu'il en soit informé. Pour autant, on n'a pas aussi, en toute Aussi transparence, fort pouvoir de décision. voilà, exactement, tout à fait. Euh, donc, je parle sur le gouvernement d'ADP, mais connaissant leur fonctionnement, je peux me permettre. Oui, ils sont en train aussi de diversifier leur emprise aéroportuaire via le modèle économique en fait, qu'ils ont sur la plateforme. Mhm. Donc, effectivement, jusqu'à présent, c'était que de la maintenance aéronautique, c'était que des services aéroportuaires classiques. Il y avait de l'événementiel aussi avec des hôtels qui sont implantés sur la zone, etc. etc.
des rencontres d'affaires de plus en plus, mais pour autant, ils se rendent compte effectivement qu'il y a aussi une nécessité à se transformer par l'intérieur avant tout, et surtout être en phase et en corrélation avec les territoires. Ouais. Donc du coup, les frontières qui étaient hyper cloisonnées, et je ne vais pas te le cacher, avant le Covid, le sont de moins en moins et ont tendance à complètement disparaître. Ok. Donc en fait, ce qu'il y a de bien, et ça c'est un exemple en la matière, et il y a un seul aéroport dans le monde qui nous ressemble, c'est l'aéroport d'Atlanta, qui en fait intègre exactement la, la même philosophie de voir les choses sur le développement d'un aéroport et de la zone tout autour. Donc, autrement dit, tu prends tous les aéroports du monde, c'est l'aéroport d'une part et c'est la zone d'autre part, ce qui était le cas pour nous avant 2019, avant le Covid. Maintenant, c'est la zone complète, le territoire complet. À l'intérieur, il y a un aéroport. Ouais. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que ça fait bouger. Enfin, voilà, c'est encore une fois très systémique et c'est extrêmement relié. Donc, ça, c'est super intéressant d'un point de vue intellectuel à prendre en considération. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, l'aéroport, en tout cas ADP, sur Charles de Gaulle, essaye effectivement aussi de diversifier pas son modèle économique, mais en tout cas l'attractivité économique qu'ils en ont. Et donc, nous, tu vois, je te disais, on est sur l'agroalimentation. Il y a aussi du sens que ADP puisse avoir des entreprises tournées sur l'agroalimentaire parce qu'il y a du fret, parce qu'il y a il y a des synergies en fait très favorables à créer entre le transport aérien, le transport routier, le transport autoroutier, le transport ferroviaire, etc., etc. Ça, c'est vrai aussi, mais c'est vrai pour cette raison, mais c'est vrai également pour les pôles de compétitivité. Typiquement, nous, on a beaucoup d'entreprises. Un exemple très classique, c'est ça, c'est Novair. Tu connais peut-être Novair. Novair, c'est une grosse boîte qui sont implantées sur le territoire. C'est une boîte roisséenne, française, qui sont sur l'emprise aéroportuaire et qui ont plusieurs sites dans le territoire tout ensemble. Et en fait, ils sont spécialistes en création en transformation d'oxygène dans les cabines d'avion. Okay, ouais. Initialement, c'est ça. Et puis le Covid est arrivé. Il fallait fournir en oxygène tous les hôpitaux de Paris et tous les hôpitaux de France d'ailleurs par rapport à ça. Et donc en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien très fort entre l'oxygène des cabines d'avion versus l'oxygène dans les bouteilles d'oxygène à transmettre en fait dans les hôpitaux. Et donc en fait, il y a eu une filière qui s'est constituée, la filière de la santé, avec un pôle de compétitivité en la matière, qui a permis en fait de prouver que l'aéronautique, là en l'occurrence, très clairement, a servi à la santé. Donc du coup, il y a du lien assez concret, et ça c'est un exemple pour moi majeur, qui explique effectivement l'intérêt qu'a ADP de prendre d'un point de vue systémique et de considérer d'un point de vue systémique l'approche économique territoriale. Okay. Voilà. Il y a un troisième exemple qui est l'hydrogène. ADP a sanctuarisé 20 hectares, là précisément, ça a été annoncé en fin d'année dernière, sur la création du premier hub européen d'hydrogène à titre expérimental pour toute l'Europe, en fait, tout simplement. Donc, il va y avoir un grand site qui va être créé sur l'hydrogène. Là, encore une fois, ce serait déconnant pour eux et pour nous de n'agir que de leur côté. Donc, ils ont tout intérêt à agir avec tout le territoire dans cette dimension. Voilà. Okay. Pardon. Et donc, du coup, pour rebondir sur la deuxième question, pardon, c'est par rapport aux zones d'activité, comment ça va fonctionner. Les autres zones d'activité, effectivement, là, c'est à notre main, et uniquement à notre main. Donc là, c'est assez simple. C'est comité de commercialisation à 100%. C'est nous qui choisissons qui on veut implanter. Et pour ça, attention, on n'est pas aussi que dans une logique de réactivité. Mais on est dans une logique proactive pour essayer effectivement d'aller cibler des zones, des pays, des potentiels en fait, qui nous permettent en fait d'attirer le maximum de projets, d'investissement direct ou indirect, pour faire en sorte que quand on a quelque chose qui se libère sur le territoire ou qu'on a la possibilité de faire en sorte que on peut bien évidemment les accueillir plus profondément, plus facilement. Quoi. Ok, ouais, très clair. Ouais. Okay. En tenant en considération, bien évidemment, cette approche-là, proactive, nous permet en fait de prendre en considération la diversification économique. Okay. Donc, autrement dit, par exemple, on a signé un mémorandum d'entente sur la coopération économique avec la République tchèque. Pourquoi la République tchèque? Puisque la République tchèque, c'est un pays très industrialisé qui
qui a une très grande part de production, une très grosse valeur ajoutée dans des pièces de production pour l'aéronautique, pour l'automobile, pour la santé, pour l'armement, qu'il soit nucléaire ou non, etc. etc. Et, et à cet effet, on est full République tchèque là, actuellement, et Europe centrale d'une manière générale, parce qu'en fait, on a très bien compris le fait que quand les boîtes tchèques doivent faire du business, ben, ils peuvent en faire avec le monde entier. Donc, s'ils peuvent le faire le plus possible avec la France, ben, c'est favorable à tout le monde. Donc, c'est bien pour le territoire, mais c'est aussi bien pour l'intégralité finalement de la France et même de la souveraineté européenne, etc., etc. Donc, on a aussi cet enjeu-là qu'on prend en considération et qui nous permettent en fait le fait de réfléchir à ça en amont et le fait de cibler ces pays-là, ben, derrière, les opportunités se créent presque naturellement pour les uns comme pour les autres. Et dès lors qu'on a quelque chose, ben, on peut plus facilement mettre les pieds dans les skis, quoi. Ok. Euh, Autre enjeu qui a touché très fortement la majorité des communautés d'agglo, communautés de communes, etc. Et qui du coup doivent vous toucher aussi, mais justement je voulais savoir si jamais vous avez peut-être des dérogations ou quoi que ce soit par rapport à ça. L'objectif ZAN. Hum. Euh, Il me semble que du coup, toutes les communautés d'agglo en France ont des objectifs qui doivent être tenus, etc. Tu me parles beaucoup d'implantation de nouvelles entreprises, etc. Vous avez 72 d'AE qui sont sur votre territoire. Comment on joue avec cet objectif ZAN? Est-ce que vous avez du coup un nombre clair de territoires à ne pas artificialiser par année, etc. Est-ce que vous avez peut-être des dérogations, des déclarations d'utilité publique ou quoi que ce soit? En fait, j'ai eu du mal à trouver des informations là-dessus. Comment ça se passe au niveau de l'implantation du coup de toutes ces entreprises? Alors, malheureusement, on ne joue pas avec la zen. Non, mais je rigole. Ça serait bien, ça serait plus facile pour nous. Pour autant, on n'a pas la capacité de le faire. Et très clairement, c'est un vrai frein en la matière de développement économique. Si je considère vraiment que le développement économique, Bien hein. sûr. Euh, et donc, à cet effet, on est obligé de, pour le coup, la subir, de faire en sorte, alors pas de contourner, mais en tout cas de faire en sorte que l'on puisse quand même développer du mieux possible le territoire d'un point de vue économique, sans bien évidemment cracher sur ben, la protection de l'environnement dans sa globalité. Donc, à cet effet, on a un schéma de cohérence territoriale Ok. qui s'appelle le SCOT en fait. Ouais. Et ça, tous les territoires de Ouais, France c'est en vrai. ont, qui viennent en fait s'établir, donc qui sont révisés en fait, après la publication des schémas directeurs régionaux. Donc là, nous, on a le SDRIFE, le schéma directeur régional d'Île-de-France, qui a été voté en fin d'année dernière par le conseil régional, enfin en septembre précisément, qui n'est pas encore entré en vigueur, parce qu'en fait, c'est le Conseil d'État qui a le dernier mot, parce que c'est le Conseil d'État qui doit apporter une lecture en fait attentive du SDRIF pour ensuite dire oui ou non, et si oui, sinon, pardon, mais quelles sont les modifications à prendre en compte. Et à cet effet, il y a une entrée en vigueur qui sera réalisée a posteriori. On n'a pas du tout d'indication de temporalité par rapport à la lecture que le Conseil d'État apportera, et donc du coup, par conséquence, de la mise en vigueur du SDRIF. Pour autant, tout le monde s'active de notre côté, c'est notre devoir, et c'est là où on a un peu la main, c'est que le SDRIF, donc la région en clair, hein, vient nous demander en amont de la publication du SDRIF, ou en tout cas du projet de vote du SDRIF, enfin du projet de publication du SDRIF. Ils viennent nous demander ben, qu'est-ce qu'on souhaite développer ou pas. Nous, on fait part de nos doléances, tout simplement, et de nos souhaits. Et à cet effet, c'est voté dans ces conditions ou c'est pas voté dans ces conditions, et sinon, ben, on nous explique pourquoi. Donc là, typiquement, le SDRIF, enfin, nous, on a demandé 176 hectares Mhm. de développement économique, enfin de développement dans sa globalité, pas que économique, c'est économique et résidentiel. Et donc 176 hectares, c'est quand même considérable. Et surtout en ces temps-ci, d'ici à 2040. Et le ZRIF a été voté dans ces conditions. Ok. Donc on nous a laissé la possibilité de développer d'ici à 2040 176 hectares qui seront du coup urbanisables, soit pour du résidentiel, soit pour du DEVECO à part entière. Ok. Pour autant, et donc, du coup, comme je disais, ça c'est pas rentré officiellement en vigueur, puisque du coup, il y a le Conseil d'État qui doit apporter sa lecture. Mais ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a créé des comités en fait, de SCOT, donc de schéma cohérence territoriaux, en amont justement d'une commission SCOT via la région a posteriori, qui viendra très prochainement d'ailleurs.
pour faire en sorte qu'on puisse anticiper au plus possible. En fait, on réalise des hypothèses. Donc, hypothèse pessimiste, hypothèse normale, hypothèse optimiste. Quand je parle de ça, c'est d'un point de vue DevEco. Et donc, typiquement, on peut avoir sur les 176 hectares, on peut avoir 50-50. Donc, 50% résidentiel, 50% DevEco. On peut avoir 30-70, on peut avoir 25-75, etc. En fait, au lieu juste de considérer la proportion, on a aussi considéré le fait que dans telle zone, par exemple, il est davantage important et pertinent de développer que du DevEco ou alors que du résidentiel, etc., etc. En fonction, bien évidemment, de là où on considère. Et donc, là, c'est nous qui avons une force de proposition via le conseil régional par rapport à ça. Mais pour autant, on ne sera pas maître de faire ce que l'on souhaite. Ça, c'est vraiment en fonction de ce qui nous sera fléché, ce qui sera passé pour du DevEco ou alors pour du résidentiel. Parce que là, à la date, on n'a pas l'information de ces 176 hectares, enfin de la destination de ces 176 hectares. Donc voilà, c'est notre seule possibilité d'agir au vu de la législation en vigueur. Je vois, très bien. Quand bien même, elle va quand même assez s'assouplir, parce que elle devrait en tout cas, puisque le Sénat suit ça de très près, avec la délégation qui la compose. Et Rebsamen, qui est le ministre de la cohésion des territoires, qui est par ailleurs anciennement le président du CNER, donc la Fédération des Zones, qui connaît parfaitement le territoire et le fonctionnement d'un point de vue DevEco des territoires, a une ambition très concrète de réduire l'objectif de 2034 et de faire en sorte d'assouplir au plus possible les conditions législatives en vigueur. Ok, très bien. Au niveau justement encore de la gestion du foncier, du coup, on le sait, la politique hôtelière et le tourisme d'affaires, c'est quand même un assez gros point en tout cas de votre territoire. Vous avez plus de 62 hôtels qui représentent plus de 1000 chambres. Comment on concilie à la fois le développement économique, à la fois le développement de toute cette politique hôtelière, etc., et à la fois le foncier et le logement tout simplement pour les habitants? C'est une très bonne question. Le foncier est extrêmement rare. On est dans une logique de raréfaction du foncier qui est ultime. Les hôtels, en clair, hein. Il y a des zones qui sont précisément dédiées ou destinées à des complexes hôteliers. Par exemple, on est en train de créer une zone d'activité qui va être délibérée là, dans un mois en conseil communautaire, qui sera la ZAC de Compan. Donc Compan, c'est au sud-est du territoire. C'est nord-ouest Seine-et-Marne, précisément. Et en fait, on a 16,2 hectares, 17 hectares grosso modo, à développer. Et parmi celles-ci, donc c'est nous qui instruisons en fait le cahier des charges. Donc c'est nous qui délibérons sur la création de la ZAC, pardon. On fait le cahier des charges on détermine en l'occurrence le cahier des charges et on le définit de telle sorte à ce qu'on va avoir X entreprises dans telle filière, X entreprises dans tel secteur, etc., etc. Donc typiquement, on fait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de services d'économie résidentielle, clairement. Un tiers donc ça c'est les services aux entreprises, les bureaux, etc., etc. Un tiers d'activités productives, slash entreposage, slash stockage, mais qui sont automatiquement reliés à la production. Donc, autrement dit, on ne peut pas avoir qu'un logicien ou qu'un stockeur. On est obligé d'avoir, s'il y a un logicien et un stockeur, il est obligé d'avoir une production. Et le troisième tiers, c'est un complexe hôtelier. Voilà. Donc, dans ces conditions, on détermine en fait le palier maximum qu'on ne peut pas dépasser en termes de je sais pas comment dire, mais en l'occurrence de plafond de foncier qui sera potentiellement utilisé qui sera énergivore en fait tout simplement parce qu'on on prend en considération le fait que les complexes hôteliers sont hyper énergivores en termes de foncier. Donc on limite ça, par ces éléments. Et à côté de ça, ce que je voulais dire, c'était qu'aussi, on avait la possibilité d'agir concrètement sur l'optimisation du foncier par exemple, la densification par étage.
Donc, au lieu de prendre un foncier ou de prendre un terrain, par exemple, qui est disponible ou qui sera urbanisable et de faire en sorte qu'on va développer une boîte à part entière sur ce terrain qui sera dans les conditions les plus optimales à 50% de bâtiments construits sur les 50% restants de foncier disponible. Donc, autrement dit, sur 20 000 m², il peut y avoir que 10 000 m² au maximum de construit. Ben, en fait, au lieu de faire ça, on essaye d'optimiser le foncier qui est déjà existant Ok, ouais. parce qu'on est dans une logique de raréfaction du foncier. Et au lieu de mettre une seule boîte sur un terrain de 10 000 m², on va essayer d'en mettre deux ou trois Ok. en mixant Densification. en fait des activités. Voilà ça, densification par étage tout simplement. Ça se fait de plus en plus sur le territoire. Ok. C'est vraiment la ligne de conduite qui est aussi donnée. Le problème, c'est que c'est coûte très cher. Donc les aménageurs et les promoteurs ne sont pas si favorables à ça. Et les constructeurs, en fait, ne le sont pas forcément. Mais pour autant, comme c'est nous qui dictons, entre guillemets, un peu les règles, ben, on a la possibilité d'agir d'une manière concrète dessus et d'influencer. Ok. Voilà, donc les complexes hôteliers ne nous dérangent pas forcément sur l'utilisation du foncier parce qu'en fait, ils sont déjà délimités préalablement par des règles en fait, que l'on dicte. Donc ça, on arrive à le maîtriser, si je puis dire. Et à côté de ça, le foncier qui reste, ben, on essaye de l'optimiser au plus possible Ok. Très et bien. l'utiliser à bon usage. Je vois le temps qui file et je voudrais pas te Ouais, prendre toute ta, toute ta matinée c'est non pas de plus. J'ai souci. peut-être deux dernières petites questions. Une première du coup concernant un peu la coordination multi-acteurs, si j'ose le dire. Euh, donc du coup, au niveau de la gouvernance, en tout cas de votre agence de développement économique, j'ai assez bien compris, mais comment Mhm. ça se passe, la coordination avec tous les autres acteurs? Quand je parle d'autres acteurs, je parle de la SPL d'aménagement, des services régionaux, des services départementaux. En plus, la spécificité de votre CA, c'est que vous êtes répartis sur deux départements différents, donc du coup, même au niveau des statistiques, moi j'ai un peu galéré parce que du coup je savais pas quel CCI prendre et tout, c'était un peu complexe. Mhm. Mais comment vous faites pour gérer toute cette coordination? Bon, c'est ultra large comme question, mais surtout, est-ce que vous avez des difficultés concrètes de coordination d'acteurs, etc. Ou alors vraiment vous essayez vraiment tout le temps de mettre tout le monde autour de la table et de toujours discuter, toujours être en rapport avec tout le monde pour au mieux mettre en place les politiques. Ouais, alors très concrètement, je réponds à ta question d'une façon, j'essaye la plus claire possible. On n'a pas de difficulté parce qu'on agit, comme tu l'as dit en fin de question, de mettre tout le temps tout le monde autour de la table, quels que soient les sujets. Donc ça nous permet très facilement de ne pas avoir de problématiques relationnelles Mhm. entre les uns et les autres, quels qu'ils soient. Ok. Donc typiquement, dès lors que ça touche à un sujet sur une zone en question, par exemple, Mhm. ben, on intègre ben, tout le monde, l'intégralité de tous les acteurs. Donc les acteurs économiques, les entreprises en question, ou les associés d'entreprise. Mhm. Ce sont des gros leviers aussi d'information pour nous. Les acteurs institutionnels, donc la CCI, par exemple, si c'est département Seine-et-Marne, ben, c'est 77, si c'est département Val d'Oise, ben, c'est 95. Pareil pour la Chambre de métier, pareil pour la CPME, pareil pour le MEDEF, pareil pour tout le monde, en fait, tout simplement. Et les acteurs politiques, ben, toujours un représentant ou plusieurs représentants en élu et en personnel administratif de la communauté d'agglo. Comme ça, il y a vraiment cette vision macro Ouais. et en fait, on peut mieux corréler tous les tenants et les aboutissants. Et ben, le maire ou un représentant politique et un représentant obligatoirement administratif de la commune Local, ouais. concernée, quoi, tout simplement. Ok. Donc pas Bah, de. et même, on peut aller au-delà avec le préfet, Mhm. donc vraiment, ça, c'est à notre appréciation à nous en amont et on ne pourra pas se poser trop de questions. On invite tout le monde et qui souhaitent venir viennent. Et puis, en fait, dans la plupart des cas, tout le monde vient parce que ben, tout le monde a pris conscience qu'il y avait un intérêt à ce que tout le monde soit là. Mhm. Ok. Ok. J'hésite entre les questions. Mais donc du coup en fait sur votre territoire, on n'en a pas parlé, mais il y a plein de gros projets structurants. Enfin, on en a parlé très rapidement. ZFE, etc. La région lyonnaise, Agroalim, etc. Même l'implantation du Grand Paris Express selon les ZAE. Euh, comment sont, enfin, en tout cas, euh, quels sont les grands défis du coup de ce genre de grands projets structurants qui à l'avenir vont chambouler totalement le territoire? On a parlé de plusieurs projets et du coup encore c'est peut-être un peu vague, mais du coup, est-ce que vous, ouais, je sais pas comment le poser, mais en fait le truc c'est que ouais, faudrait plus faire projet par projet je pense.
que je viens de dire. Ok. Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme grand défi dans les années à venir sur votre territoire et comme chose qu'il faudrait vraiment développer ou changer? Ok. Les grands défis ils sont nombreux, trop nombreux même pour les lister. Il y a d'une part renforcer et, et assurer notre dynamisme économique. Mhm. Enfin, je dirais même assurer, maintenir notre dynamisme économique et essayer de le renforcer. Tout en prenant en considération le fait qu'on se doit, pour ne plus être dépendant de ce que je te disais tout à l'heure, euh, d'être le plus diversifié possible. Donc ça, c'est un risque au dynamisme. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, on peut se tromper. On peut se tromper dans les filières, etc., que l'on a identifié préalablement. Donc ça, c'est le premier risque et donc du coup qui implique un premier enjeu en fait. Mhm. Deuxième enjeu qui est assez relié, c'est on fait le parti pris de qualifier davantage des emplois sur le territoire. On prend le parti en tout cas de qualifier davantage des emplois sur le territoire. C'est un risque aussi de déserte en fait. Ouais. Euh, Parce que l'hyperqualification, au bout d'un moment, fait en sorte que ben, tu peux aussi perdre des gens. Et nous, on est convaincus que, entre guillemets, le point, pas défaillant, mais le point bloquant pour beaucoup de personnes de la population jeune ou pas très âgée sur le territoire euh, est actuellement ou pourrait être considéré comme actuellement un frein au développement économique. Mhm. Nous, on prend le parti encore une fois de dire qu'au contraire, c'est une force Ouais. et que ça peut être une vraie opportunité. Pour autant, derrière, il faut assurer ben, les promesses qu'on tient en fait. Donc ça, c'est un deuxième risque et du coup un deuxième enjeu. Et le troisième défi, c'est assurer le développement économique tout en préservant l'environnement en fait tout simplement. Et quand je parle d'environnement, c'est pas juste pour utiliser des belles paroles, mais c'est vraiment d'un point de vue concret. Il ne faut pas renier l'histoire du territoire. Avant l'aéroport, pardon, c'était un territoire agricole dans sa globalité. Ça a été le berceau même, Porte de France, ça prend son nom pour ça, hein, de la France en matière agricole, etc., sur un tas de sujets. Et donc, on ne doit pas se permettre de renier ça, au contraire, on doit le prendre en considération. À côté de ça, c'est aussi la spécificité du territoire. Moi, quand on reçoit des délégations étrangères ou quand on parle à des étrangers, ce qui les marque, c'est qu'ils atterrissent à Paris, à 20 km de Paris. Ouais. En atterrissant, ils voient la Tour Eiffel, ils voient, bref, l'hyper-urbanisation du territoire. Et à côté de ça, quand ils atterrissent, en fait, ils atterrissent dans des champs. Mm. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est regardé d'un bon oeil. C'est waouh, c'est quand même incroyable. On est juste à 20 km de Paris, il y a tout ça. Donc, et pour les raisons que je t'expliquais auparavant, et pour aussi une question d'image, et pour une question de renforcement aussi du dynamisme par ce biais-là et de diversification, qu'elle soit économique, qu'elle soit en fait de tout genre, on se doit de ne pas renier l'histoire et de faire en sorte aussi de continuer à développer tout en prenant en considération le fait que voilà, on doit faire attention à un tas d'éléments. Mhm. Ok. Voilà les principaux défis que je vois. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a vraiment permis de mieux prendre. Parce qu'en fait, je partais un peu sur cette idée de bon, le territoire est sacrément concentré sur un type d'organisation, etc. Et je m'étais fait l'hypothèse qu'avec le Covid, peut-être ça avait été remis en cause, mais Mm. je me rendais pas compte. Et surtout, bah, dans les chiffres, ça se voit pas encore forcément parce Non, que c'est clairement, ouais, c'est tout à assez fait. nouveau. Mais du coup, ça me permet vraiment de voir où, en tout cas, l'agence du développement économique aujourd'hui voit le territoire et comment elle voit son développement dans le futur. Parce que Mm. après, sur la caractérisation du tissu économique, enfin, je vais me démerder, je vais juste regarder les chiffres et faire mes petites Ok. analyses comme ça. Mais ça me permet vraiment d'avoir une vision globale de, en tout cas, vous, comment vous voyez le développement du territoire. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que j'ai plein d'exemples et tout en tête que j'ai noté que je pourrais réutiliser. Donc, Bon, ben, génial. donc Parfait. merci Je, beaucoup. je me permets juste en complément, ça peut t'aidera davantage. Je t'envoie des notes d'analyse que l'on réalise annuellement sur justement le tissu économique. Parfait.
c'est sûr, enfin, je compte sur toi pour pas le divulguer à tout le monde. C'est pas Tu grave. peux le mettre dans ton, je sais pas si c'est un mémoire, Non, non, rapport, c'est juste un du rendu, en travail. fait. Ok, il y a zéro souci. Tu peux très clairement les insérer. C'est juste que, voilà, pas les mettre sur LinkedIn, pas les mettre sur un tas Ça d'éléments. ira. C'est beaucoup de pages, mais pour le coup, c'est super intéressant. Mhm. Et tout ce que je peux avoir en la matière, en termes de stats, en termes de données, quelles qu'elles soient, je te les envoie. Je note de les envoyer dans la journée. C'est super gentil. Avec Merci grand beaucoup. plaisir. Ok. Et n'hésite pas en cas de besoin. Et puis, si tu recherches, je sais pas, on ne sait jamais, voilà, suite à un apprentissage, Mhm. une opportunité quelle qu'elle soit, n'hésite pas à Ok. toquer à la porte. C'est super gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et Très bonne journée, bonne continuation et bon courage dans le travail. merci, toi aussi. Allez, à bientôt. Au Ciao. revoir. Je le goûte, frère. Le goat!